before we get started. First, CRL, Chalk River Laboratories, is located. Avant de commencer, j'aimerais mentionner que les laboratoires de Chalk River des LNC sont situés sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. En tant qu'organisation, les LNC reconnaissent et apprécient leur relation avec cet endroit. Nous reconnaissons également les contributions des Premières Nations, Métis, Inuits et autres peuples autochtones pour façonner et renforcer cette communauté en particulier, ainsi que cette province et ce pays dans son ensemble. Les webinaires d'aujourd'hui vous amènent à travers la construction de la planification de séquences pour le CNTF. Nous commencerons par la présentation, puis nous aurons une période de questions. Quelques généralités avant de commencer. Nous vous offrons aujourd'hui l'interprétation simultanée de cette discussion. Vous pouvez accéder à la séance en français et en anglais en cliquant sur l'icône sur la barre inférieure droite de votre écran. Sélectionnez la langue de votre choix. Il peut y avoir un léger décalage si vous choisissez l'option en français. La session d'aujourd'hui est prévue pour une durée d'environ 1 heure. La présentation prendra environ 30 minutes. Le reste sera consacré aux questions et réponses. Veuillez utiliser l'icône Q&A pour soumettre vos questions à tout moment. Désolé. Soumettez la question pendant la présentation à n'importe quel moment et nous la couvrirons à la fin. Les icônes se trouvent au bas de votre écran. Notez que nous enregistrerons ces séances et les publierons ensuite sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous en utilisant le courriel ermstakeholder@cnl.ca. Une équipe surveille la fenêtre de clavardage. Nous allons maintenant vous présenter notre premier intervenant, M. Steve Ennis, vice-président adjoint des projets. Avant ça, avant de vous laisser céder la parole, nous avons une vidéo. Elle sera diffusée en anglais. Pour l'interprétation simultanée, vous entendrez la vidéo en français. Les deux sont affichés sur notre chaîne YouTube et nous partagerons les liens après le webinaire. Donc, sans plus attendre, Steven. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour parler de la séquence de construction du projet d'installation de stockage à proximité de la surface. La diapositive à l'écran explique les séries de webinaires qu'on a eues. La majorité mettent l'accent sur la conception, la sécurité, l'engagement que nous avons eu avec le public tout au long de la conception et du processus d'autorisation. Et pour en venir aujourd'hui, où nous allons parler de la séquence de construction, j'aimerais noter, et vous allez voir, ce sera dans les questions à un moment donné, nous sommes encore dans le processus d'autorisation, mais nous commençons quand même à planifier la construction. On y reviendra un peu aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Un peu de contexte pour vous expliquer où nous en sommes depuis la dernière fois que nous avons publié un webinaire. Nous avons suivi le processus d'audience de la Commission. L'audience a eu lieu en personne le 30 mai et le 3 juin. Cette audience a été divisée en plusieurs jours et on a touché différents sujets. Il y en avait un sur l'évaluation environnementale, la protection, une journée consacrée au dossier de la sûreté à long terme, évidemment la consultation et l'engagement auprès des Autochtones et les demandes de modification du permis. Alors, vous savez, ça a été des journées très intenses, beaucoup de discussions et d'interactions avec le public. Pour moi, je pense, cela a démontré la quantité d'engagement qui a eu lieu, ainsi que la quantité de modifications apportées à la conception et au plan par ces activités d'engagement. Suite à l'audience, la Commission a émis une directive procédurale. Elle nous a demandé de poursuivre l'engagement avec Cabo et les Premières Nations Anishinaabe de Kidigan-Zibi. Le processus est en cours. Cela devrait se poursuivre jusqu'en janvier, date à laquelle nous soumettrons une mise à jour à la Commission sur le déroulement de cet engagement. Donc, on a bien hâte de les avoir. À l'heure actuelle, nous continuons les engagements sur place, non seulement avec les 2 premiers groupes de Premières Nations qu'on a mentionnés plus haut, mais aussi avec tous les autres groupes de Premières Nations avec lesquels nous avons interagi tout au long du processus. Prochaine diapo.
Voici pour vous donner une idée du calendrier et des principaux changements qui découlent de cette directive procédurale. Évidemment, c'est maintenant en cours. Nous avons bon espoir que cela se terminera à la fin du mois de janvier lorsque nous soumettrons une mise à jour sur les activités d'engagement menées d'ici là. Nous anticipons, ou nous sommes optimistes, je suppose, qu'en cas de décision favorable, l'audience pourrait être achevée et les soumissions finales saisies à la fin du mois de janvier. En fait, c'est qu'il y aura probablement, au mieux, une décision vers juin 2023 durant l'été. Si cette position est positive, avec une approbation pour amorcer les travaux de construction, nous serions en plein milieu de la saison de nidification des oiseaux migrateurs. Donc, la date de construction est le sujet d'aujourd'hui. Cela veut dire que nous ne commencerons pas à défricher les terres boisées avant septembre 2023. Prochaine diapo. Pour vous donner un bon aperçu, voici les phases du projet. Encore une fois, le sujet de discussion est la phase de construction du projet. C'est la période qui nous prendra à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année fiscale 2028-2029, lorsque la construction sera terminée. C'est une période d'environ 3 ans pour la construction physique, car il y a beaucoup d'étapes en termes de mise en œuvre avant de retourner pour une approbation d'exploitation de la Commission et de passer à la phase opérationnelle. Lors de cette phase opérationnelle, alors à l'écran, on n'a qu'un calendrier indicatif. Cela nous prendra environ jusqu'à 50 ans afin que tous les déchets soient placés dans le MCE, puis 30 ans pour le déclassement et la fermeture. Et évidemment, il y a l'avenir à très long terme de l'installation, qui sera le déclassement des installations construites, laissant tout simplement en place les déchets. Encore une fois, j'aimerais souligner que la construction est conditionnelle à l'approbation par la Commission. Ceci étant dit, nous avons une vidéo qui vous guidera à travers la séquence de construction beaucoup mieux que je ne pourrais le faire en personne. Alors, allons-y avec la vidéo. Alors, cela commence avec un monticule à quelques kilomètres de la rivière des Outaouais. Cela offre de la protection car c'est en dehors des plaines inondables. C'est dans une région forestière boisée. Dans le site, il est composé d'environ 37 hectares. 17 d'entre eux seront justement le monticule. Suite à l'approbation de la Commission, nous pensons pouvoir commencer la construction. Nous croyons que cela nous prendra environ 3 ans. Notre période de construction commence avec les travaux de déboisement préparatoire. Nous allons commencer par le déboisement. Puis, nous allons travailler avec plusieurs groupes pour mettre en place une zone tampon. Alors, nous allons aussi avoir des procédures pour gérer le bruit et les vibrations afin de pouvoir protéger les alentours. Nous allons commencer avec les explosions contrôlées pour aller jusqu'au rocher au niveau de la base. La roche dynamitée sera recyclée et utilisée pour la construction sur le site. Après les travaux préparatoires, nous commencerons la construction des bâtiments, des réservoirs et des services. En même temps, la phase 1 du monticule de confinement artificiel comprendra les cellules 1 à 6, le périmètre sud et la route de transport temporaire. La phase 2 du monticule devrait être construite 25 ans après le début de l'exploitation et comprend la construction des cellules de stockage finales et de la berme du périmètre nord. Voyons un peu plus près la conception et la construction du monticule artificiel. Nous allons voir des systèmes de couverture et le fond. Tout d'abord, nous commençons avec la périphérie.
Cela forme le bord extérieur du monticule de confinement artificiel. C'est sur un substrat rocheux stable à partir de matériaux naturels à drainage libre spécialement sélectionnés pour résister aux forces sismiques et retenir le poids des déchets. Les revêtements de la couverture et de la base sont solidement mis en place sur le sommet, sous la route périphérique. Par la suite, nous aurons 13 couches, de la base jusqu'en haut. Chacune des couches individuelles a été conçue et spécifiquement séquencée pour contenir la feuille de collecte des déchets. Il y a aussi l'eau qui est filtrée et nous voulons aussi protéger les eaux souterraines pour la protection à long terme de l'environnement et de la santé humaine. En remontant à travers les couches de base vers le haut, nous commençons avec le niveau le plus bas. Il est formé par un revêtement composite secondaire. C'est un revêtement d'argile compactée, d'argile synthétique et de revêtement de polyéthylène de haute densité texturée. On a une alternance entre des couches naturelles et synthétiques. Nous obtiendrons une stabilité et une imperméabilité maximale pour la protection à long terme de l'environnement. Puis nous avons un coussin de sable, un séparateur en textile, une couche de pierre transparence qui contient le système de détection des lichiviates et une voie pour l'élimination de tout plomb qui pourrait passer à travers le revêtement. Puis nous passons au revêtement primaire. C'est encore composé d'un revêtement de polyéthylène haute densité et d'un revêtement en argile synthétique qui travaillent ensemble pour former une barrière solide. Au-dessus, nous avons un autre coussin de sable et une couche de protection mineure supplémentaire. Puis nous avons une couche textile tissée et une de pierre claire avec des tuyaux qui courent le long de la vallée de chaque cellule. Ces tuyaux perforés collectent et canalisent les lixiviations vers les puiseurs d'extraction à la base, où il est pompé vers les réservoirs. Dans les couches supérieures de la couche de base, on a du textile, des pierres granulaires qui protègent le système de collecte durant les activités de mise en place des déchets. À la fin de la construction de 3 ans et la période de mise en service, nous passerons à la phase d'exploitation. Avant de commencer les opérations et de recevoir les déchets, les LCN demanderont un permis d'exploitation à la Commission. La première étape de la phase d'exploitation consistera à installer une couverture sur la cellule active avant le début des activités des déchets. La mission principale de la couverture est d'empêcher les précipitations d'entrer en contact avec le plancher de la cellule et les déchets placés. Seuls les déchets qui répondent aux critères d'acceptation seront acceptés pour l'élimination et seront toujours placés conformément au plan de placement et de compactage des déchets. Les NLNC donneraient priorité à la prévention, la réduction et réacheminement des déchets afin de réduire la quantité de déchets qui se retrouveront ici. Les déchets seront placés par petites étapes afin de maximiser la densité et réduire les espaces vides. On veut minimiser le potentiel de tassement futur. Par la suite, on aura une couverture provisoire pour assurer la protection de l'environnement jusqu'à ce qu'on installe la couverture finale. Celle-ci sera installée durant la phase opérationnelle, lorsque les cellules auront leur capacité maximale et seront fermées. Ce sont des couches alternées de matériaux naturels et synthétiques qui isolent les déchets, assurent un blindage contre les radiations, créent une barrière contre l'intrusion des plantes et des animaux fouisseurs et empêchent les précipitations d'entrer en contact. Après la fermeture des dernières cellules, nous allons passer de la période d'exploitation de 50 ans à une période de fermeture de 30 ans. Durant cette phase, l'accent est mis sur la surveillance à long terme, l'entretien et la préparation pour au moins 30 ans de contrôle institutionnel. 30 ans peut sembler long, mais cette période permet de nous assurer que nous allons avoir des conditions stables et que l'infrastructure du site est maintenue et déclassée conformément au plan de fermeture. Le programme de surveillance environnementale, qui comprend des tests de qualité des eaux souterraines et de l'air, permettra de s'assurer que le système de couverture, le contour et les composantes fonctionnent tous selon le niveau prévu avant même que l'on entre dans la période de contrôle institutionnel. Grâce aux opérations de conception et de surveillance à long terme, le projet améliorera de façon significative les conditions actuelles et futures de gestion des déchets sur le site du laboratoire de Chalk River, avec une élimination permanente et sûre des déchets, tout en protégeant l'environnement.
Je ne suis pas un robot ou une intelligence artificielle. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Encore une fois, à l'écran, nous avons certaines dates du calendrier de construction, comme on l'a mentionné dans la vidéo, en supposant que le processus d'audience autorise la construction à l'automne prochain, soit en septembre 2023. Vous verrez des activités qui se déroulent sur le terrain. Il y aura le nettoyage du site, comme on l'a démontré, la construction de la station de traitement des eaux usées au printemps 2024. Puis, les bâtiments auxiliaires seront construits en même temps. Et ce sera en même temps que l'excavation massive et le déplacement des matériaux dans les deux sens. Un point important ici avec ce projet de construction. Aucun des bâtiments n'est trop compliqué à construire seul. Le défi que nous rencontrons dans ce projet, c'est vraiment un défi en matière de logistique et de mouvement des sols et des agrégats à travers le site, comme nous l'avons décrit précédemment et comment nous l'avons expliqué dans notre document. Dans l'ensemble, il y a environ 2 millions de mètres cubes d'agrégats qui sera enlevé et environ 900 000 mètres cubes entre la terre arabe et les roches d'abattement. Et encore, il y aura 1,1 million de mètres cubes d'agrégats pour construire le monticule, ainsi que toutes les couches du système de confinement de base que vous avez vu dans la vidéo. Donc oui, cela prendra du temps, évidemment. Le calendrier de construction sur 3 ans, il y a la mise en service inactive, puis les tests qui auront lieu pendant environ 1 an. Par la suite, nous allons reparler avec la Commission et demander l'approbation pour l'exploitation de l'installation prévue pour 2028. Donc, entre l'approbation et l'exploitation, nous aurons plusieurs tests et nous allons commencer à faire du placement dans l'installation. Alors, nous sommes sur le point de passer aux questions. J'aimerais quand même vous présenter Craig Cogran, qui est avec moi. Il est là pour l'option de téléphone. C'est un ingénieur environnemental. Il est avec moi sur ce projet depuis un bon bout de temps. C'est un membre actif de notre équipe qui travaille pour appuyer la construction et la supervision avec la communauté. Alors, nous deux essaierons de répondre à vos questions. Mike, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Steve. Un petit rappel. Les questions peuvent être soumises en utilisant la fonction de clavardage et de réponse et questions en bas, et nous y répondrons au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. En attendant, j'aimerais vous parler de notre programme CAP, de panel consultatif auprès des communautés. Nous en sommes à la 2e année. Nous acceptons les candidatures. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.cnl.ca/CAP ou écrivez-nous à emrstakeholder@cnl.ca. C'est pour les résidents locaux et le comité consultatif local. Veuillez patienter quelques instants pour les questions. Vous voyez à l'écran à l'heure actuelle notre adresse de courriel. Nous sommes très actifs sur Facebook, Twitter, notre page sur Internet et on a beaucoup de bonnes vidéos sur YouTube. C'est un peu calme. Alors, on avait eu plusieurs questions lors du webinaire précédent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la fenêtre de clavardage.
Mike, je peux peut-être aborder certains points intéressants concernant la construction et la réutilisation des matières, ainsi que nos initiatives en matière de développement durable. Nous y avons travaillé durant ce projet. Voici un bon exemple de ce que nous essayons de faire du point de vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage. C'est que nous allons procéder à la gestion des sols. Alors, je sais que cette information a déjà été abordée dans d'autres séances, mais j'aimerais souligner ces points. On essaie de bien utiliser ces matériaux au sein des laboratoires nucléaires canadiens, au sein de nos propriétés. On a un plan strict pour gérer les matériaux retirés du site, que ce soit des armes, ce que nous faisons avec ces armes. Nous avons certaines discussions avec les communautés des Premières Nations qui nous entourent. Cela concernera la séparation et le tri pour le sol et leur réutilisation dans le cadre du projet et dans d'autres projets sur le site. Et même pour les roches dynamitées. Nous allons devoir dynamiter au tout début. Nous avons donc un plan pour concasser ces pierres et les réutiliser. Ce genre d'activité nous permet d'éviter les émissions de carbone liées au transport de matériaux sur de longues distances pour les éliminer, puis pour les ramener. Alors, ce sont quelques petits points très intéressants sur la façon dont les LNC essaient de compenser notre impact. Merci beaucoup, Steve. On a une première question. Et ça s'adresse à notre équipe de relations avec les parties prenantes. Y a-t-il des mises à jour par rapport aux directives procédurales de la Commission canadienne de sûreté nucléaire? La CCSN. Nous allons céder la parole à Margot. Pas de problème. Merci, Steve. Je vous laisserai complémenter par la suite. Donc, je m'appelle Margot. Je suis l'agente principale des communications pour les laboratoires nucléaires canadiens. Je suis responsable de la gestion de l'assainissement de l'environnement. Je pense qu'hier, la CCSN a partagé une mise à jour. Il y avait un avis. Donc, nous allons le mettre dans la fenêtre de clavardage. Y a-t-il autre chose que nous pourrions partager, Steve? Peut-être des renseignements supplémentaires par rapport à cet avis? Non, je ne pense pas que quoi que ce soit n'ait changé par rapport au délai. Mais c'est un rappel pour nous de continuer le travail que nous faisons avec les Premières Nations. Comme j'ai mentionné auparavant, les activités sont en cours. Et de mon point de vue, et on a eu certaines interactions très positives avec les Premières Nations. Nous avons eu des discussions très enthousiastes. Les gens sont enthousiastes et engagés et essaient de comprendre le projet. C'est une occasion pour nous d'en apprendre davantage alors que nous nous déplaçons sur les sites et qu'on discute différents sujets dans ces domaines. Parfait. Rachet Skoll vient de mettre le lien dans la fenêtre de clavardage concernant l'avis. Vous pourrez le lire. Alors, je vous cède la parole, Mike. Merci. On a une autre question. Cela concerne les autres emplacements prévus pour les dépôts géologiques profonds. Mais ce n'est pas à nous de répondre. Je pense que c'est au NWO. Oui, c'est encore moi, dit Margot. Je peux en rajouter. Vous parlez des organismes de gestion des déchets nucléaires qui seront les plus à même de trouver un site pour un dépôt en couche géologique profonde. Alors, cela fait partie de leur mandat de trouver une solution à long terme pour tout le combustible nucléaire usé ou de haute activité au Canada. Donc, il y aura aussi un site dans la fenêtre de clavardage et vous pouvez communiquer avec cette organisation. Est-ce que quelqu'un voudrait complémenter? Non, ça me va, dit Steve Hines. On a une autre question. C'est de la part de Sarah.
Cela n'est pas fait en partenariat avec les LNC. Il y a plus d'informations sur l'autre site. Ils ont un mandat pour toutes les organisations au Canada. Donc, tout producteur de déchets de haute activité doit procéder à des vérifications par le gouvernement aussi. Donc, ils ont un mandat du gouvernement de trouver une solution à long terme. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais je les décrirais comme une tierce partie. Mais il faudrait aller sur leur site Web. Merci beaucoup, Margot, pour votre contribution. Laissez-moi voir si nous avons d'autres questions pour l'instant. Ce webinaire est enregistré et une fois que nous aurons publié cet enregistrement sur YouTube, nous vous l'enverrons. Vous recevrez le lien et n'hésitez pas à le distribuer à tous ceux qui auraient manqué le webinaire d'aujourd'hui ou à tous ceux qui pourraient être intéressés. Vous pouvez aussi nous poser des questions suite au webinaire et aussi à tout moment en utilisant l'adresse de courriel à l'écran ermstakeholder@cnl.ca. Nous avons une question maintenant. Que se passait avec la construction si on trouve quelque chose d'important sur le point de vue archéologique? Bonne question. Avant de céder la parole à Craig, j'aimerais parler des détails et des exemples de ce que nous faisons exactement. Alors, nous sommes prêts pour ce que nous devons faire. On a déjà effectué un nombre de sondages archéologiques sur le site pour voir si cela représentait un risque majeur, une précaution pour le projet. Mais on ne sait pas ce qu'on ne peut pas savoir pour des zones qui sont couvertes par la forêt à l'heure actuelle. Lorsqu'on aura commencé l'excavation, nous verrons. Greg, pouvez-vous nous dire quel est le processus? À quel moment on va commencer et si nous commencerons? Et que se passe-t-il lorsqu'on découvre quelque chose en cours d'excavation? J'aimerais réitérer. Nous considérons le tout à faible risque parce que Chalk River est un site bien étudié. On a procédé à certains examens archéologiques au fil des ans pour ce projet et dans d'autres zones de gestion des déchets et d'autres constructions. Mais nous sommes conscients qu'il y a des zones d'importance archéologique à Chalk River et près du site. Alors, cela est souvent mentionné lors de construction. Lorsque nous rencontrons quelque chose, nous arrêtons les travaux. Si nous pensons que ce n'est pas au bon endroit, on suspecte déjà une découverte archéologique. Donc, on arrête les travaux et on fait appel aux experts. Ils procèdent à leur évaluation. Cela peut s'agir comme de vieux ménages, une vieille théière. Alors, ils sont catalogués et nous continuons la construction par la suite. Alors, lorsqu'on trouve des artefacts des Premières Nations, c'est le genre de choses que l'on veut faire. Alors oui, il faut beaucoup plus de temps pour résoudre le genre de problèmes, répondre aux diverses communautés, aux experts, et on doit faire appel à des experts en la matière. Il n'y a pas une solution unique pour tout quand on parle d'archéologie, mais ceci étant dit, c'est un risque qui arrive dans la construction pour tout le monde et non pas seulement à Chalk River. Il y a un processus déjà bien établi. Vous suspendez les travaux, vous faites appel à des experts et vous déterminez des prochaines étapes. Merci beaucoup, Greg. Merci à Steve, merci à Greg. Durant la phase de construction, combien de chargements de camions seront nécessaires pour transporter toutes les composantes de la couche de base et la couverture? Très bonne question. Je ne sais pas si on en a vraiment comptabilisé en nombre de camions.
Je pense que nous pouvons convertir cette information assez rapidement, mais pas pour l'instant. Oui, je sais qu'on l'a déjà fait auparavant, Steve. C'est difficile de donner des bonnes statistiques quand on ne connaît pas la grosseur du camion. Alors, si on prend une règle de base, 1 million de mètres cubes à l'intérieur, un autre million à l'extérieur, divisé par 2, on enlève un zéro. Ça nous donne 100 000 camions à l'intérieur et 100 000 à l'extérieur. Vous savez que ça va varier. Alors, parfois, on aura besoin de plus de camions pour la terre végétale que pour les roches et la terre. Mais il est vraiment difficile à l'heure actuelle de déterminer le niveau de camion nécessaire. Alors, sans essayer de me ridiculiser, je ne voudrais pas vous donner un chiffre à ce sujet. Alors, c'était une personne qui voulait maintenir son anonymat. N'hésitez pas à envoyer votre adresse de courriel. Nous pourrons vous envoyer toutes les informations de suivi que nous avons à ce sujet. Je vous redonne la parole. Allez-y. Prochaine question. Dois-je avoir beaucoup de connaissances de base pour participer à la PAC? Pardon, au panel de consultation. Je renvoie la question à Rachel ou à Margot. Je suis Rachel Chenana, je suis responsable de la communication au sein des relations avec les intervenants. Bonne question. Alors, nous n'avons pas besoin d'une connaissance préalable des LNC. Les laboratoires de Chalk River vont participer à la réunion. Et nous allons expliquer comment nous allons procéder pour nettoyer le site de Chalk River. Donc, n'hésitez pas à envoyer un courriel à stakeholder@cnl.ca. Merci, Margot. Pardon, désolé. Merci, Rachel. Alors, comment avez-vous procédé à la sélection de ce site pour l'élimination des déchets? Comment avez-vous établi cet emplacement? Merci pour la question. Je renvoie la parole à Craig Dales. Il vous expliquera un peu l'histoire, les études détaillées qui ont lieu, mais beaucoup d'efforts ont été déployés pour déterminer le meilleur emplacement sur le site. Nous avons procédé à des études des eaux souterraines, des études géotechniques de la roche-mère, puis des sols pour soutenir l'intégrité structurelle de l'installation. Mais principalement, c'était surtout l'écoulement des eaux souterraines et quels effets cela avait sur la propriété. Voulez-vous parler un peu de l'histoire de l'emplacement? Tout à fait. Je peux vous donner un aperçu de haut niveau. Je ne suis pas un spécialiste, seulement qu'un dans tout l'ensemble du processus. Le processus de sélection date de 2016-2017, à peu près à l'automne. On évalue les sites en tenant compte de plusieurs facteurs, les facteurs sociaux, certains facteurs économiques, puis les facteurs techniques comme les eaux souterraines et l'environnement. Vous savez, les distances à parcourir, certains risques. Vous savez, la plupart des moyens étant sur le site de Chalk River par rapport à leur déplacement ailleurs. Lorsqu'on classe tous ces petits objets, plusieurs sites peuvent être sélectionnés, puis peaufinés, jusqu'à un site préféré soit prévu. Et c'est comme ça que l'on procède à la détermination de l'emplacement tel qu'il est. Quant au service de l'équipement des eaux souterraines et du site, et certainement pour un site d'enfouissement, on a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. Alors, environ 90 à 95 des déchets ont déjà été transportés. Et certainement, les deux éléments que je mentionne, il y en a beaucoup plus que deux. Alors, on a les déclarations de l'impact environnemental. Ça vous donnera plus d'idées.
Parfait, Greg, merci. Revenons à la question du transport par camion. Mesurons-nous les camions par rapport au chargement? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors oui, on dispose de ces informations et on les utilise dans nos évaluations. Je ne connais pas l'information du bout des doigts. Je pense que Mike pourra faire un suivi là-dessus. Après tout ça, il y a une bonne question de suivi pour clarifier la différence lorsqu'il y a beaucoup de déplacements de camions sur le site, comme j'ai mentionné précédemment, en termes de réutilisation de nos matériaux. Par la suite, on essaie d'optimiser la réutilisation de la roche-mère en le concassant sur l'empreinte existante. C'est un peu comme les chemins de fer. C'est un peu comme les fondations et les remblais pour certains bâtiments. Comme on le voit, on met vraiment sur l'accent sur la réduction du trafic de camions sur la route et la logistique des matières d'expédition, ainsi que l'expédition des matériaux. Alors oui, on a certains détails à ce sujet et on pourra vous répondre peut-être de façon plus détaillée. Merci beaucoup, Steve. Je cède maintenant la parole à Margot. Nous avons quelques messages. Alors, si on pourrait peut-être parler à la personne anonyme, je ne sais pas qui a pu envoyer ce texto. Envoyez votre adresse de courriel dans la fenêtre de clavardage ou envoyez votre email à nos intervenants. Alors, il semble que le volume de questions est un peu ralenti. Et rapidement, avant de conclure. Alors oui, nous allons avoir encore le comité consultatif. C'est une excellente façon de rester en contact et d'avoir les dernières nouveautés. Allez visiter le www.cnl.ca/CAP. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à stakeholder@cnl.ca. Nous vous avons envoyé le lien pour ce webinaire et nous allons inclure les réponses à tout le monde. J'ai bien hâte de pouvoir vous envoyer ces réponses. Et je pense que nous sommes à la fin maintenant de notre webinaire. J'aimerais remercier tous les participants. J'aimerais remercier Craig et Steve d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours utiliser l'adresse de courriel à l'écran. Alors, nous allons rester là pour l'instant. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Merci Steve, merci Greg, merci à l'équipe des intervenants. Une bonne journée. Au revoir.